Salut, c'est Cyrus. Aujourd'hui, on révise ensemble la philo. Il y a des jours, je me lève et je sais pas pourquoi, je me pose des questions existentielles. Et depuis ce matin, je suis obsédé par un truc. Comment je peux savoir si je suis vraiment le seul à choisir ce que je fais ? Autrement dit, si je me la pète un peu, suis-je l'esclave de mon inconscient ? Et ouais, direct comme ça, bam, la problématique. Mais en vrai, sérieux, ça fait un peu badé, non ? Enfin, tu sais, on parle toujours de l'inconscient, de comment ça peut impacter nos actions et tout. Si ça se trouve, c'est un peu comme dans Ratatouille. Il y a un truc sur ma tête qui me contrôle et qui fait tout à ma place. Bon, je commence à phaser. Et j'ai l'impression que toi aussi. On va appeler les philosophes à la rescousse. Let's go. Partie 1. Mon inconscient dirige mes actes à mon insu. Déjà, qu'est-ce que l'inconscient ? On peut dire que c'est des perceptions infraconscientes. Genre, en gros, des trucs qu'on capte sans s'en rendre compte. Selon Leibniz, dans Nouveaux essais sur l'entendement humain, les perceptions conscientes, c'est des groupes de plein de petites perceptions, mais il y en a suffisamment pour qu'on en ait conscience. Genre, quand il pleut, on n'a pas conscience de chaque goutte qui touche le sol. Pourtant, on les entend, on les perçoit, et comme il y en a plein, consciemment, on se dit « il pleut ». Leibniz, lui, il prend l'exemple du bruit de la mer, mais vas-y, je trouve que le mien, il est mieux. Du coup, comme il y a plein de trucs qu'on capte sans qu'on le sache, tu dois te dire qu'à tous les coups, ça modifie la manière dont on fait des trucs. Pareil, sans qu'on le sache. Bah, un peu en vrai. Parce que comment on peut être sûr d'être en pleine possession de nos moyens quand il y a des éléments dont on n'a pas conscience ? Leibniz, pour lui, quand on se promène et quand on choisit de tourner à gauche ou à droite, en fait, c'est pas une décision volontaire. Le choix est dicté par plein de ces petites perceptions inconscientes. Du coup, ouais, d'une certaine manière, on est un peu esclave de notre inconscient. Mais évidemment, rien n'est si simple. On ne peut pas dire que l'inconscient englobe seulement ce qui n'est pas perçu. Ça peut être aussi un truc bien à lui, un truc sombre, quoi. Et on va faire la lumière là-dessus. Partie 2. Je peux m'affranchir de mon inconscient. Maintenant, place au boss de l'inconscient. Celui qui a passé toute sa vie à l'étudier, Sigmund Freud. Lui, il distingue la conscience de l'inconscient. Ça, c'est pas compliqué. Mais il va plus loin, le boug. Il a carrément imaginé un plan de notre appareil psychique. Un peu comme la map de Fortnite, mais dans notre tête. C'est ouf, non ? Selon Freud, il y a 3 parties distinctes l'une de l'autre. Le ça, le surmoi et le moi. Le ça, c'est un genre de gros amas de tous tes désirs, toutes tes pulsions. Le surmoi, c'est un filtre pour éviter que tu fasses des grosses dingueries. Lui, il est construit par ton éducation, l'autorité parentale. En gros, tout ce qu'on t'a dit qu'il ne fallait pas faire. Non. Et le moi, c'est le ça, filtré par le surmoi. C'est ce qui se manifeste dans nos actions ou dans ce qu'on dit. Ça va, tu suis ? Freud a même trouvé un moyen d'accéder à l'inconscient. Pour ça, il pense qu'il faut passer par nos rêves. Il dit, je cite, que l'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient. Genre, le rêve où tu te retrouves à poil au lycée devant tous tes potes qui se marrent, bah c'est pas juste un cauchemar horrible, ça dit quelque chose de toi, que même toi t'ignores. Et c'est pas tout. Selon lui toujours, les actes manqués, en gros les actions qu'on rate de manière bizarre, genre si un jour par exemple, tu prends une route au hasard et que tu te retrouves devant chez ton ex, bah pour lui, c'est ton inconscient qui s'est manifesté. Après, si tu le fais en temps normal et totalement consciemment, ça c'est carrément chelou, faut arrêter tout de suite. Il y a les lapsus aussi. Par exemple, dire adieu au lieu de à deux. Selon Freud, ça vient de l'inconscient. On appelle ça la conception déterministe. Parce que l'inconscient détermine nos actions et donc on n'en est pas entièrement maître. Après, ça reste quand même des choix relativement mineurs qui sont impactés par l'inconscient. En plus, le grand point du suivi psychanalytique, c'est justement d'analyser toutes ces manifestations de l'inconscient et de les comprendre. Parce que si on connaît les pulsions qui nous contrôlent, elles nous contrôlent un peu moins d'après Freud. L'idée, c'est de conscientiser l'inconscient. T'as vu la bête de phrase ? Alors, j'avoue, cette explication est questionnable. Parce que du coup, quelqu'un qui cède à ses pulsions, est-ce que c'est vraiment de sa faute ? Pour moi, là, l'inconscient, c'est un peu une bonne excuse pour faire nimp. Non ? Partie 3. L'inconscient me permet de fuir l'angoisse de la liberté.
Jean-Paul Sartre, le beau gosse des beaux gosses, lui, il a un peu la thèse inverse de Freud avec l'existentialisme. Pour lui, l'homme a un fardeau énorme. Il est totalement libre et responsable de chacun de ses choix et de chacune de ses actions. Ouf, la vache, d'un coup là, j'ai l'impression d'avoir une responsabilité de taré. Je reprends. Sartre reconnaît que c'est hyper angoissant comme vision de la vie, parce qu'on n'a plus d'excuses. Pour lui, on n'est pas esclave de notre inconscient, mais ça nous arrange de le croire. Ça apaise notre angoisse devant notre liberté. Trop de possibilités, donc on flippe. Et ce mensonge qu'on se fait à soi-même, il appelle ça la mauvaise foi. Du coup, l'homme, il se crée des stratagèmes pour cacher cette liberté ultime et carrément vertigineuse. Donc pour lui, toutes ces histoires d'inconscient et tout, c'est juste pour nous dédouaner de nos choix tout pétés. Même s'il reconnaît qu'il y a des choses qu'on oublie, des trucs refoulés, tout ça, bah pour lui, c'est des choix conscients. Genre, on peut se trouver des excuses, blâmer les autres, tout ce qu'on veut, on reste les seuls et uniques responsables de ce qu'est notre vie. Conclusion, on n'est probablement pas tant que ça esclave de notre inconscient. Surtout si on fait l'effort de s'interroger sur ce que c'est exactement. Parfois, on aime juste se dire qu'on en est l'esclave, puisque ça nous enlève certaines responsabilités. Et c'est pas très grave, tout le monde le fait. Évidemment que ça fait flipper, voire que c'est carrément angoissant d'avoir conscience à chaque instant de toute la responsabilité qu'on a. Mais c'est aussi cool de se rendre compte que justement, on est libre de changer tout ce qu'on a envie de changer. Et qu'il suffit de se libérer des croyances et des peurs qu'on prend comme naturelles pour construire le monde qu'on veut. Et maintenant, c'est l'heure du petit résumé de fin de cours. D'abord, on a vu que l'inconscient est composé de plein de petites perceptions qu'on ne remarque pas, mais qu'on capte quand même. Et ça peut influencer des petites décisions qu'on prend. Ensuite, on a vu que pour Freud, on peut accéder à l'inconscient grâce aux rêves, aux actes manqués ou aux lapsus. Et que comprendre l'inconscient, c'est déjà lever l'emprise qu'il peut avoir sur nous. Donc note tes rêves au cas où, on sait jamais. Et enfin, on a vu que Sartre n'est pas trop rentré dans le délire de Freud. Pour lui, l'inconscient c'est une fausse excuse. Il dit qu'on s'en sert pour ne pas angoisser par rapport à la responsabilité liée à notre liberté totale d'agir. Sur ce, passe une bonne journée et profite à fond et je te revois de toute façon hyper vite pour la prochaine révision. Ouais, même si ton inconscient a la flemme, ton conscient va prendre le dessus, je lui fais confiance. D'ici là, retrouve tout ce qu'il te faut pour réviser et réussir ton bac sur anabac.com. Allez, bye! Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun épisode.